UFC 315, Main Event. Le champion Belal Muhammad, qui place la stratégie au cœur de son jeu, est opposé à Jack Della Maddalena, l'un des meilleurs boxeurs et l'un des meilleurs scramblers à l'UFC, pour la première défense de son titre. Un combat qui peut partir dans tous les sens, un combat comme on les aime. Le game plan avec Brian Boulan, c'est maintenant. Yo, this is Dustin Poirier. Bienvenue à Fight Minds. Sous Fight Minds. Bienvenue sur Fight Minds. Paris sur le MMA avec Unibet. Quelle sera l'issue du combat? Une soumission? Un KO? Paris sur la prime numéro 1 avec Unibet. 100 € de bonus sur ton premier pari. Brian, qu'est-ce que tu aimes dans ce combat principal entre Belal Muhammad et Jack Della Maddalena? La boxe de Jack. La boxe de Jack. Non, je sais pas. Moi, ce combat-là, il m'intéresse grandement, un peu sur tous les aspects, quoi. La lutte de Belal contre la boxe de JDM, c'est plutôt ça que je vois sur le narratif et qui m'intéresse, quoi. Ouais, bah écoute, on est assez alignés. Moi, j'aime beaucoup le style de Jack et Belal est très stratège. Donc, je suis un peu intrigué par la stratégie que Belal va mettre en place pour limiter les forces de JDM et comment il cherchera à imposer son jeu et voir un peu les réponses ou les anticipations de Jack Della Maddalena face au game plan de Belal. On va analyser ça juste après notre Tale of the Tape. Belal, remember the name, Muhammad est le champion en titre. Il a un palmarès de 24 victoires pour 3 défaites et à l'UFC, il est à 15 victoires pour 3 défaites. Dans 75% des cas, il bat ses adversaires à la décision, ayant 5 victoires par KO et 1 par soumission. Jack Della Maddalena vient challenger le champion avec un numéro 5 à côté de son nom au ranking UFC et 6 chez Fight Minds. Ce sera son 20e combat professionnel et il cherchera à obtenir une 18e victoire. Il est invaincu sous la bannière de l'UFC en 7 sorties. Dans sa carrière, il a gagné 12 combats par KO et 2 par soumission, soit 82% avant la limite. Belal a 36 ans, soit 8 de plus que JDM. La division welterweight semble être la transitoire sur cette statistique de l'âge qui a été défiée récemment par Volkanovski. L'Australien affiche un très haut volume de jeu avec 6,74 frappes qui touchent à la minute, 53% de succès et possède une belle responsabilité défensive à 66%. Le Palestino-américain touche 4,39 fois à la minute avec 43% de succès offensif et 57% de succès défensif. Le champion obtient 2,38 takedowns par 15 minutes, ce qui sera croisé aux 70% de défense de lutte du challenger. En 2021, Muhammad enchaînait un 7e combat sans défaite face à Stephen Thompson, prenait ensuite sa revanche contre Vicente Luque. Il obtient ensuite son premier TKO en 6 années face à Sean Brady, puis bat Burns à la décision pour obtenir son title shot contre Leon Edwards, combat remporté à la décision pour devenir le nouveau champion dans la masterclass de l'année selon Fight Minds. Jack Della Maddalena a perdu ses 2 premiers combats professionnels. Cela signifie qu'il est sur 17 victoires consécutives, dont les 5 plus récentes sont face à Danny Roberts en novembre 2022 par TKO, puis par étranglement contre Randy Brown. Il enchaîne ensuite 2 splits contre Hafez et Kevin Holland. Sa dernière sortie était un TKO au 3e round contre Gilbert Burns en mars 2024. Alors, notre communauté a voté 2600 votes, 70-30. 70% voient un end still du côté de Belal Muhammad, donc qui conserverait son titre. On va, comme d'habitude, commencer par l'underdog de la communauté Fight Minds, Jack Della Maddalena. On n'en a plus parlé depuis assez longtemps. J'ai l'impression que la dernière fois qu'on en avait discuté, c'était quand on devait faire l'analyse contre Sean Brady. Et au moment où on a posté l'analyse, le combat s'est annulé. Mais bon, en gros, la dernière fois, on était très très fan de sa boxe, sa boxe anglaise, qui est adaptée au MMA. Je suis allé voir les stats. Une frappe sur 10 est un low kick. Donc on est vraiment sur un gars qui utilise quasi que ses mains. Et avec ses poings, on est sur 3 frappes qui vont au corps et 7 qui vont à la tête. Donc c'est une belle répartition, je pense, corps-tête. Clairement, son but, c'est de rester debout dans les combats, de travailler dans la poche pour combiner et de s'y rendre difficile à trouver et à toucher. Il a une bonne responsabilité défensive, même dans la boîte. Et alors, pour éviter de passer trop de temps au sol, c'est pas vraiment le gars qui a la meilleure défense de lutte. C'est plutôt le maintenir au sol qui est compliqué. Il bouge bien, il a des bons scrambles, il a une bonne capacité à se relever. Mais voilà, sur les combats récents, c'est pas la meilleure lutte défensive qu'on ait vue à l'UFC. Ouais, je suis entièrement d'accord. Je pense que vraiment, son gros point positif, c'est clairement sa boxe. Elle est magnifique, que ce soit dans les déplacements offensifs, quand il va shifter, quand il va changer de garde.
défensif aussi, quand il va faire des retraits, des longs retraits, des légers retraits de buste, ou des contres directement en simultané. Moi, j'aime vraiment bien le travail qu'il fait au corps. Et je pense que la stat, en plus, c'est la stat des frappes, donc ça comptabilise aussi le ground and pound, j'imagine. Non, c'est isolé debout. Ah, c'est isolé debout? Ouais. Ouais. Mais voilà, en tout cas, son travail au corps, il est remarquable. C'est des très beaux crochets au corps, il remonte à la tête. Et ouais, le cadrage aussi, voilà. Franchement, c'est une leçon de boxe à le regarder combattre, je trouve que c'est une leçon de boxe dans sa manière, donc défensivement, dans sa manière de se déplacer, de reprendre le centre, de cadrer. Dans le cadrage, c'est des petits trucs, hein, c'est des petits détails, mais pour moi qui changent tout. Il va être en gaucher, l'adversaire va partir donc il est en gaucher, l'adversaire part sur sa propre gauche et il va changer de garde directement pour passer en droitier et avoir un temps d'avance plutôt que de suivre en gaucher. Je vais pas dire bêtement, mais classiquement parlant, tu vois, c'est souvent comme ça. Lui, il ferme les portes juste en changeant de garde, donc il a un temps d'avance. Ouais, moi je te rejoins hein, sur l'aspect. Alors, point négatif, sa lutte défensive, elle est relativement faible entre guillemets, hein, j'ai bien. Mais quand on l'a vu contre Gilbert Burns, c'est je sais pas moi, 4 sur 4 enfin il se fait mettre takedown 4 fois sur 5 peut-être, ou enfin je sais plus, c'est quand même 7 fois sur 11. Ah ouais. J'ai dû faire des avances rapides à des moments, alors peut-être, mais beaucoup trop, clairement. Après, comme je te dis, il y a pas mal de scramble aussi, donc on sait comment l'UFC comptabilise les takedowns de temps en temps. C'est moyen. Donc je pense qu'effectivement, il y a 4 takedowns avec une position prise derrière. Et puis les 3 autres, ça bouge le sol, et puis ça bouge tellement qu'au final, il n'y a pas de contrôle réellement derrière. Alors, on nous a beaucoup vendu son jiu-jitsu brésilien à ses débuts. On entendait qu'il était très très bon au sol, ceinture. Il a une ceinture ou pas? Je sais même plus. Mais je sais même pas s'il fait du gi avec ceinture et tout. J'allais voir ça, mais ça, je me souviens, on l'a beaucoup vendu. Là, on sait qu'il s'entraîne aussi avec Craig Jones. Ouais, voilà, beaucoup vendu et genre vous allez voir ce qu'il vaut réellement. Ceinture noire sous Ben Vickers. Alors oui, il a un bon sol, clairement. Mais c'est pas son point fort. Il faut arrêter là-dessus. C'est pas son point fort. Défensivement parlant, on le voit partir sur, je sais pas moi, j'ai noté, il aime bien aller chercher l'octopus par exemple. Mais pour moi, il est pas, voilà, c'est pas son, je l'ai pas vu passer une belle octopus pour pouvoir se relever. Ça lui permet de scrambler, mais mais c'est pas l'octopus qui lui permet de, non du tout, qui lui offre le sweep ou de se relever. Ça permet de se mettre dans une certaine position. Après, je sais pas s'il a utilisé contre d'autres que contre Burns. Moi, je l'ai vu tenter 2 fois contre Burns. C'est aussi Burns de l'autre côté, quoi. Oui, mais bon, c'est utilisé en jiu-jitsu, donc contre des jiu-jitsuka aussi, tu vois. Ouais. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu as la première. T'as toujours, quand tu fais une technique, une entrée, et puis une réponse défensive sur laquelle tu es capable de pouvoir continuer c'est ça. à avancer. Et là, c'est vrai que dès la première défense, il y a plus de suite, quoi. Mais en tout cas, on voit quand même qu'il a du bon niveau. Il place bien ses crochets sous les jambes. En termes de défense aussi, quand on a eu un Burns qui était dans son dos, il va rapidement sur un système défensif qui est efficace. Hein. Clairement, là-dessus, cette sorte de grand b-roll qu'il place, notamment pour juste avant son finish là. Oh là. En plus, c'est dans une position un peu à la Khabib avec un Dagestanian cuff, un double grapevine sur la jambe opposée, à la cage. Peut-être une petite erreur de positionnement de Burns qui laisse aller son poids fort vers l'avant et la fatigue qui s'installe, mais la fatigue était aussi du côté de JDM qui arrive quand même à renverser, à mettre son genou derrière et à les finaliser. Heureusement pour lui, puisque bizarrement, les 3 juges étaient à 20-18 pour Burns à l'entrée du 3e. Ah purée, c'est la question que je me posais parce que moi j'avais 1 pour JDM et 2 pour Burns, mais si je dis pas de bêtises, on était, j'allais vérifier ça. Le 1 est serré, hein. Le 1 est serré. Oui. Et c'est vrai que les observateurs, quand j'ai regardé le combat, étaient plutôt JDM, tu vois. Genre t'as 4 ou 5 tweets qui passent en début de deuxième round et t'en as un qui est pour Burns et tous les autres pour JDM. Après voilà, c'est qu'un petit échantillon, hein. Mais écoute, en
Tu dis? Donc, il y a 2 juges qui donnaient 20-18 pour Burns et un juge qui donnait 19-19 en donnant le premier à Jack et le deuxième à Burns. Mais ce qui signifiait qu'il devait finaliser. Hein. Il devait finaliser. Sinon, il perdait le combat par split en prenant le troisième. Ouais. Mais en tout cas, voilà, moi personnellement, je trouve que pour en revenir sur le sol, très très bon sol, clairement. Voilà, il faut pas s'en cacher. Mais s'il a un point faible à exploiter, forcément, pour moi, c'est plutôt sur cet aspect-là, la lutte et le sol. Ouais, mais tu peux avoir un bon sol et perdre au sol. Et c'est un peu ça le côté Jack Della Maddalena, selon moi. Il a un très bon sol, mais à cause du sol, il y perdait 2 rounds aux yeux de 2 juges et 1 round aux yeux des 3 juges contre Burns. Et même contre Hafez, c'est serré parce qu'il y a trop de sol. Et même s'il montre des belles choses au sol, il gagne pas les minutes contre Hafez. Sauf à la fin. Non, parce que c'est pas sa spécialité. Voilà, exactement. On en parle régulièrement. À un moment donné, quand tu as un niveau aussi excellent en boxe, ça montre que tu passes énormément de temps à développer ta boxe. Et donc forcément, bah, tu mets un peu moins de temps dans d'autres disciplines. Alors peut-être que celle où il met le moins de temps, c'est en lutte, et puis où il met un peu plus de temps, c'est en grappling. Et ça se ressent forcément, quoi. Ça se ressent. Et heureusement que ce soit logique. T'imagines, tu passes 1 heure par semaine je sais pas, en boxe anglaise, et t'es le meilleur boxeur au monde. C'est pas, enfin, non, ce serait dégueulasse. Regarder, tu vois. Voilà, faut rester honnête. Belal, lui, il est meilleur dans le département de la lutte et du grappling, mais il a un striking amplement suffisant pour gagner des moments debout, voire même des combats debout, et même contre des assez bons strikers. Pas les meilleurs, mais il prend des moments contre Leon Edwards, qui est un bon striker. Ah oui. Ouais, maintenant, quand on parle de gagner un combat debout, il va le faire plutôt contre des grappleurs, notamment contre Burns, il gagne debout, contre Brady, il gagne debout. Voilà. Il a l'approche Georges Saint-Pierre, comprendre où le combat est le plus à son avantage, et il a les armes pour forcer le combat dans cette dimension. Qu'est-ce que tu veux mettre en lumière chez le champion? Bah écoute, moi je te rejoins là-dessus. Hein. Je pense qu'il a un très bon cardio quand même. Il faut le noter. Ouais. Sa lutte est très très bonne, clairement. Je pense pas que ce soit un gars très talentueux de base. Je pense que c'est un gros travailleur. Bosseur, ouais. Et comme tu l'as dit, bah, il sait qu'il est pas talentueux, et donc il doit arriver en suivant un plan bien précis et en imposant un petit peu, comment dire ça, en allant dans le point faible de l'adversaire. Voilà, comme tu l'as dit. Qu'est-ce que j'ai noté? Bah, son point faible pour moi, c'est son striking. Et même s'il a eu des bons moments, je pense qu'il y a un combat qui, pour moi, pourrait faire référence sur ce combat-là. C'est celui contre Geoff Neal, où il affronte un gaucher. Ouais. Un bon boxeur, mais il se fait taper. Il se fait taper debout, ouais. Voilà, je pense avoir fait le tour hein, pour ouais, mais écoute, j'aime bien peut-être même insister là-dessus parce que je trouve ça inspirant en fait. T'es dans une division compliquée, t'es pas talentueux, de manière innée, j'ai pas l'impression qu'il y ait quelque chose qui sort du lot chez lui. Tu vois, il semble pas avoir une force exceptionnelle. Il est pas explosif, il est pas rapide. Tu vois, il y a pas une qualité, une aptitude physique qui sort du lot. Même cardio, tu vois, cardio c'est bien, mais c'est pas non plus. Voilà, c'est ça. Il y a pas un truc qui sort du lot chez lui, si ce n'est son intelligence de combat en fait. Avant le combat et pendant le combat, et le fait qu'il soit capable d'aller décrocher le titre, et c'est pas, tu vois, c'est pas un truc. Il était 14e, on l'a propulsé contre le numéro 2 et puis on lui a donné un title shot. Non, il a pris chaque personne à chaque étape, et là il est favori maintenant contre Jack Della Maddalena. Donc clairement, on respecte ce dont il est capable de faire, et tout ce qu'il est capable de faire, c'est grâce aux fruits de son travail, qui, à mon avis, a été énorme en termes d'heures et de sacrifices. Donc, voilà, je pense que toi aussi, tu trouveras ça plus inspirant que quelqu'un qui a des aptitudes innées et qui ne doit pas spécialement bosser pour arriver au top. Là, on a vraiment quelqu'un qui a dû bosser pour remplir ses objectifs, et les objectifs n'étaient pas rien, c'est être le meilleur de sa catégorie de poids au monde. Et puis en plus, je pense que c'était un petit peu le seul à croire en lui, tu vois. Faut être honnête. C'est vrai, mais on va peut-être pas refaire le tour, mais je pense que son trajet vers le titre, il y a eu beaucoup de combats où il était underdog. Ah mais ouais, personne. Et tu parles de lui en 2020, c'est sûr que personne ne le voyait comme un futur champion. En 2021, tu peux commencer peut-être à te dire, tiens, un profil intéressant, mais. Bah si, il y en a un, et c'est peut-être le meilleur. Enfin non, c'est peut-être. C'est celui qui va trouver les talons.
qui a cru en lui, c'était Ali Abdelaziz. Hein. Ouais. Franchement, c'est quand même de la folie, tu vois. Alors, en fait, ces 5 derniers combats, il était underdog. Ouais, mais t'imagines? Le mec est arrivé à prendre la Donc, ceinture personne croit en toi, 5 fois sauf le meilleur manager au monde. C'est fou. Hein. Bon, ça c'est une petite parenthèse, hein, avec toute proportion gardée sur la personne hein, en tant qu'Ali Abdelaziz. T'as utilisé le mot manager, t'as pas utilisé le mot homme. C'est le meilleur manager au monde, voilà. Et bah non, mais pour trouver des talents, des talents. Pour trouver des gars qui vont aller jusqu'à la ceinture. Des potentiels, des prospects. Des potentiels. Ouais. Même un gars pas talentueux, le gars, il est capable de dire, lui, il va devenir champion. C'est incroyable, quand même. Enfin, bref. Ouais, c'est vrai. Bah, c'est probablement, peut-être qu'il l'a vu à l'entraînement ou un truc comme ça. Il s'est dit, OK, lui, il a comment on dit en français, work ethic, l'éthique de travail, pour arriver quelque part, quoi. Je sais pas. En tout cas, il voit l'avenir, hein, au truc, c'est fou. Parce que, comme on l'a dit, sur les côtes de Paris, personne ne voyait ce gars-là arriver jusqu'où il est arrivé, hein, clairement. Ouais, après, quand je dis il est 5 fois underdog d'affilée, il y a 2 ou 3 combats où c'est presque du 50-50, mais ça n'empêche que il est du côté la quarantaine plutôt que la cinquantaine. En termes de facteur X, j'en ai relevé, on va dire un triple. On peut vraiment en parler des 3 en même temps. Donc, Jack Della Maddalena n'a plus combattu depuis plus d'1 an. Il passe de la version 2024 de Gilbert Burns à Belal. Ça semble un grand pas vers l'avant. Surtout que ses performances contre Hafez, qui était en short notice, et contre Kevin Holland n'étaient pas des plus convaincantes. Et ce sera son premier combat, en tout cas à l'UFC en 5 rounds. Je suis pas allé vérifier s'il a combattu sur 5 rounds avant l'UFC, mais à l'UFC, il n'a pas encore eu ça. Et quand tu regardes son état de forme dans le 3e contre Hafez, par exemple, c'est pas ultra rassurant. Donc là, on est sur un facteur X qui, pour moi, pourrait vraiment pencher du côté Belal. Je sais pas ce que tu en penses. Ouais, alors je vais mettre une petite, quand même un petit truc. Effectivement, contre Hafez, il était fatigué, mais par contre, la puissance de frappe qu'il a développée contre Burns pour obtenir son finish, c'est c'est n'importe quoi, tu vois. C'est le mec, il vient de se, voilà, c'était un combat où on avait un Burns qui quand même, qui tenait très bien la route et commençait à être épuisé. Lui, il est parti, il frappait, mais laisse tomber. La puissance de frappe qu'il était capable de développer dans le milieu de 3e round, c'était hallucinant. Ouais, alors par contre, désolé, je reviens juste. Il a eu plein de combats prévus sur 5 rounds. Son 4e combat professionnel déjà. Celui contre Kevin Jousset, c'était sur 5 rounds que c'était prévu. Ouais, il en a vraiment eu 5-6 prévus sur 5 rounds. Par contre, ça n'a jamais dépassé le 3e, quoi. Ouais. Voilà. Les plus longs combats qu'il a eu, c'est à l'UFC. C'est ces 2 décisions. Donc oui, ça peut être un facteur. Clairement, on a toujours ce facteur-là sur, entre guillemets, l'expérience du synchrone, l'expérience du synchrone à haut niveau aussi. Hein. C'est vraiment ça, parce que là, il est propulsé directement. Il n'avait pas fait de main event en synchrone. Non. Donc voilà, propulser synchrone main event pour la ceinture, c'est un facteur X qu'il faut avoir en compte, qui peut soit le sublimer, soit vraiment jouer sur son état d'esprit, quoi, et sur sa performance. Ouais, écoute, moi je me rappelle, tu en avais parlé pour Tatiana Suarez contre Weili Zhang, et je pense qu'on est un tout petit peu dans le même cas de figure ici, où j'aurais préféré avoir un Jack Della Maddalena avec un combat supplémentaire avant d'avoir son title shot. Oui. J'aime beaucoup Jack, et je pense qu'il a ses chances parce que c'est un finisseur. Mais ça peut beaucoup jouer. Pour moi, j'aurais vraiment voulu le voir sur un main event en 5x5 contre un gros prospect, contre un Yann Gary par exemple. Et si tu passes Yann Gary sur 5 rounds, je t'aurais donné 5-10% en plus. Donc c'est vraiment un facteur X. Pour moi, c'est vraiment un facteur X ici. En termes de stratégie, exceptionnellement, je trouve ça plus logique de d'abord commencer avec le game plan du favori. En général, on commence par l'underdog de la communauté. On sait que Belal est très stratège, alors que je vois un JDM qui est plus dans la recherche d'imposer son jeu de manière générale. Du coup, c'est plus intéressant d'imaginer la stratégie du champion avant de discuter de ce que JDM peut faire pour surprendre ou quelles anticipations il doit faire par rapport à l'approche de Belal. Par conséquent, du côté de Belal, tu partirais sur quelle approche de combat ? Pour Belal, moi je pense que l'approche elle est relativement simple. Il doit chercher à lutter, à mettre de la pression, à bloquer à la cage, mettre au sol et coincer ce JDM qui
a des très bonnes compétences au sol, mais je pense qu'une fois bloqué avec un grappling plutôt tourné vers la lutte, ça va être compliqué pour lui. Donc pour moi, c'est vraiment le chemin de victoire pour Belal. Ouais. Enfin, c'est comme ça que je le vois. Je sais pas si. Ouais, bah, 100%. En fait, quand tu réfléchis à la place de Belal, tu te dis, OK, quelle est la première question que Belal va se poser, c'est quelle est la situation la plus dangereuse pour moi face à Jack Della Maddalena? C'est le boxing range. Donc, tant que c'est debout, je souhaite être très loin de lui, soit je dois venir le coller. C'est vraiment les deux ranges auxquels il peut travailler. Est-ce qu'il va travailler avec ses kicks? Peut-être. C'est peut-être quelque chose à faire. Le deuxième élément, au-delà de vraiment le département dans lequel c'est le plus dangereux, qui est le boxing range, il y a aussi l'espace dans la cage. Et je pense que, comme tu l'as souligné, JDM, il cadre très bien, il est très fort sur son pied arrière. Là où il sera peut-être un peu moins fort, c'est s'il est pressé lui-même contre la cage. Donc voilà, ça c'est la base, c'est debout, tu dois être soit de très loin, soit de très collé, et il vaut mieux que ce soit toi qui avance plutôt que lui qui avance. Et on l'a souligné déjà plusieurs fois dans le podcast, JDM, il est bon au sol, mais c'est là où il perd ses moments, c'est là où il perd ses minutes, c'est là où il perd ses rounds. Belal, c'est là où il y a ses forces, donc effectivement, en soi, très facile. La plus haute complexité, et ça, c'est plus dans l'analyse micro qu'on peut trouver, c'est quel type d'entrée en lutte tu vas faire pour minimiser le temps debout et maximiser le temps au corps à corps à la cage, ou en lutte, ou au sol. Ouais, bah, je pense que ça va être, c'est du micro, mais on sera normalement sur de la garde ouverte, donc je pense que la single leg, ça sera sûrement le meilleur chemin, le plus court, loin du bras arrière de JDM, donc je pense qu'il ira vraiment là-dessus, très rapidement sur une single leg, tête extérieure, et puis après pouvoir récupérer la double leg et puis mettre au sol. Hein. Ouais. Ouais, écoute, Burns, il a fait beaucoup d'entrées comme ça. Hein. Burns, oui, il a fait voilà. beaucoup d'entrées de loin, il vient juste prendre la jambe et puis il chaîne derrière. Belal en est capable. Ouais. Ah bah, Belal, c'est ce qu'a tenté Yann Gary de nombreuses fois sur son dernier combat, pas avec le succès qu'il attendait, je pense, mais personnellement, Belal, je pense bien meilleur que Yann Gary et que Burns. JDM. Mais que Burns aussi, et donc oui, je pense que ça va être le chemin le plus simple pour lui de mettre au sol facilement. Sinon, de mettre de la pression, frapper, et puis descendre dans les jambes. Ouais, comme il a pu le faire contre Edwards. Ouais, voilà, en lutte à la cage, hein, clairement. Ouais, et en plus de ça, j'espère que c'est un ajustement que JDM aura fait dans son jeu, mais même si tu shootes de loin sur la single leg avec ta tête à l'extérieur, JDM risque de vouloir faire une Dustin Poirier, prendre la guillotine et partir dessus n'importe comment, comme il l'a fait 7-8 fois contre Hafez. J'espère qu'il y a un ajustement à ce niveau-là, parce que sinon, ouais, ce sont des takedowns gratos. Hein. Ah là là, s'il fait ça, franchement, ça nous avait fort déçus. Hein. Parce que tu l'essayes 2-3 fois dans le premier round, ok, mais qu'il continue jusqu'au troisième round où le combat est serré. Ouais, là, en termes de, tu vois, c'est là où, en termes de facteur X, l'expérience à haut niveau me semble être quelque chose d'important pour JDM, parce que son antépénultième combat, il fait des très mauvais choix encore. Et à ce niveau-là, contre un stratège, les mauvais choix, ça passera pas. Mais ça peut être des fois le problème de faire du jiu-jitsu à un niveau qui est pas suffisamment, tu vois, élevé. Ouais. Et à un moment, ça te met dans une confiance où c'est pas grave si je suis sur mon dos parce que t'es bon à l'entraînement et tout. Et en combat, c'est pas le meilleur, c'est vraiment pas le meilleur truc. Non, ton jiu-jitsu, il faut que tu le fasses en position au-dessus, en top, tu vois. Ouais. Et pas sauter des guillotines ou te dire, c'est pas grave, je suis sur le dos, je vais pouvoir recomposer et tout. Parce que tu perds du temps. Comme tu l'as dit, tu perds du temps. Après, ils ont voulu faire un mind game. J'ai l'impression, là, il y a une vidéo qui est sortie d'une caméra surveillance où il endort Craig Jones sur une darse. C'est des couilles, ça, non? Et darse, si j'ai pas de bêtises... Ah non. Je pensais qu'il avait pris une darse contre Vicente Luke. Je suis complètement gouré, tiens. C'est un fake, ça, non? Mais... Franchement, la manière dont il s'endort super vite comme ça, j'ai vraiment connaissant, je le connais pas personnellement, mais l'image que reflète Craig Jones, c'est typiquement le genre de truc, je le vois capable de fake ça, clairement. Ah, pour moi, ouais, hein, franchement, surtout que ça a pas l'air,
Hein? Ça a pas l'air ouf, tu vois. Enfin bon, c'est une caméra de surveillance et tout, mais il y a pas de, ça dort très très rapidement. Le mec, c'est un des meilleurs grappleurs Jiu-Jitsu au monde, quoi. Ouais, Enfin, moi je suis sûr que c'est un mind game. Enfin, ah sûr, oui, à je pense. 90% quoi. Et alors, juste avant d'enregistrer, j'ai vu qu'on a reçu un commentaire sur YouTube qui nous disait, j'espère que vous allez parler de ça, mais je l'ai pas vu. Apparemment, dans Embedded, dans un épisode Hmm. de Embedded, l'UFC a grillé la stratégie, le game plan de JDM. Apparemment, ils sont en train de s'entraîner sur un tableau. Il y a toute la stratégie de JDM. Mais Donc là, encore non. une fois. Est-ce que c'est un coup de Greg Jones en mode troll ou il faut qu'on aille voir l'épisode. Donc c'est peut-être un facteur X, mais Ah, je vais regarder ça. voilà, je viens de lire le commentaire sur YouTube. Donc désolé, on peut pas vraiment en parler parce qu'on n'a pas vu Ouais. l'épisode, mais on ira voir et on jugera nous-mêmes si on considère que c'est de nouveau un troll de Greg Jones ou si l'UFC a vraiment merdé. Bref, du côté de JDM, forcément tu anticipes un peu un combat avec un Belal qui va vouloir pousser l'action, te mettre au sol. Quels sont les éléments sur lesquels tu travailles pour te garantir un maximum de chances d'aller décrocher ce titre? Ah bah, je pense clairement qu'il doit vraiment bosser sa défense de lutte, notamment sur ses single legs, donc d'aller chercher le si on a cette single leg, d'avoir vraiment son système défensif en lutte qu'il aura bossé bien comme il faut et pas aller chercher des guillotines ou des trucs comme ça. Moi, je pense que s'il est capable de pouvoir se déplacer, ne pas rester en face, contrer, boxer, menacer, avec rajouter peut-être un petit peu de kick aussi ou des genoux, je pense qu'après il doit être capable de mettre de la pression et je crois sincèrement qu'il doit aller regarder le combat de Geoff Neal. Franchement, si vous n'avez pas vu ce combat-là, si vous êtes persuadé que Belal va le battre facilement, regardez sa performance contre Geoff Neal ou la performance de Geoff Neal face à Belal Mohamed et imaginez un peu si JDM se retrouve dans cette configuration-là. Et je pense que vous allez vite changer votre avis. Voilà. Donc pour moi, c'est absolument, si JDM réussit à défendre la lutte par les déplacements, etc., s'il s'impose en boxe, ça va être TKO. Hein. Je vois pas trop. Ouais. Je ne vois pas Belal avoir monté son niveau en boxe anglaise suffisamment haut pour pouvoir déjouer un JDM. Voilà, de temps en temps, il faut pas réinventer la roue et passer trop de temps sur le game plan. Dans ce combat-ci, le chemin est très clair pour Belal, le chemin est très clair pour JDM, et il y a des ajustements à faire du côté de JDM à vraiment refuser à tout prix le sol ou si vraiment il n'arrive pas à défendre les amener au sol, c'est mettre très rapidement de l'énergie pour se relever au plus vite et passer un maximum de temps debout. Voilà, je pense que c'est assez simple. En soi, c'est simple. Comme dit Nicolas Hott, simple ne veut pas dire facile, mais les game plans sont assez simples. Maintenant, il y a probablement des stratégies techniques où il faudra que dans leur camp, ils poussent un tout petit peu plus. Craig Jones, on sait qu'il va beaucoup analyser aussi. Bien sûr. Il va probablement avoir des chemins de sortie de lutte et de grappling qui seront intéressantes. Et c'est ça qui m'intrigue aussi, c'est qu'il y a un côté peut-être un peu innovant et créatif dans les scrambles chez JDM, un côté très réfléchi du côté de Belal. Et donc, je pense que si on a des échanges en grappling, ça va être très agréable, même pour les néophytes, ceux qui comprennent pas spécialement, ça va bouger. C'est pas quelque chose qui sera super stable, sauf si Belal sera probablement son objectif à Belal une fois au sol, c'est de trouver des moments où il peut stabiliser les positions et éviter qu'il y ait du mouvement. Ah bah c'est possible alors avec Greg Jones qu'on ait une vraie octopus qui passe par contre. Greg Jones a fait un DVD sur la octopus. Ouais, c'est pour ça que je dis ça. Hein. Ah ben voilà, tu l'as vu aussi. J'ai regardé un petit peu son système, donc il a le système just stand up là, tu vois, juste lève-toi pour défendre entre guillemets. Et dans son octopus, c'est un petit peu ça. Donc il passe son octopus et puis il cherche tout simplement à se lever et en même temps à soulever la jambe qui est accessible pour renverser. C'est assez sympathique. Moi j'aime bien ce type de technique, tu vois. Ouais. Donc on pourrait avoir un JDM qui utilise enfin son octopus avec le succès, moi que j'attends en tout cas. Ouais, quand tu parlais de la octopus tout à l'heure, j'étais en train de me dire tiens, il travaille avec Craig Jones qui a fait un DVD sûr et ça peut vraiment améliorer son jeu sur les détails qui peuvent faire la différence à partir de cette position. Ah mais c'est sûr. Selon notre sponsor Unibet.fr, le champion est favori à 1,34. Il est enfin favori. Première fois en 6 combats. On est à 3 tours ronds pour son challenger. Ça se traduit par un 70-30 pour entendre un end still en fin de soirée. Est-ce que c'est une cote sur laquelle tu t'alignes? Et je te lance directement par la même occasion sur ton pronostic et ta préférence.
Euh, Bah, pour moi, c'est vraiment une opposition de style. Donc, quand on a une opposition de style, on est sur du 50-50, hein, aussi simple que ça. Donc, si ça va dans un domaine, bah, tout est à l'avantage de l'un, et si ça va dans l'autre domaine, tout est à l'avantage de l'autre. Le principal problème de JDM, on l'a souligné, c'est sa lutte défensive, et Belal, bah, c'est vraiment un de ses gros points forts. Donc, je comprends tout à fait le 70-30, je pense que ces 20% viennent aussi de là, dans le sens où on a du mal à voir un JDM être capable de défendre face à un Belal. Donc oui, c'est un synchrone. Donc les 30%, bah, c'est si Belal ne part pas dans ce domaine-là pour X raisons, il cherche à boxer. C'est si à un moment donné, on a un JDM qui réussit à avoir un bon timing, une bonne défense comme il l'a fait avec Burns, donc être capable de se relever et trouver ses ouvertures face à un Belal qui se relève lui aussi et qui est fatigué, peut-être dans le 4e, peut-être dans le 5e. Donc non, moi les cotes, pour moi elles sont bonnes, hein. Elles sont très Ouais. bonnes. On peut aussi souligner, bon, alors c'était très serré contre Hafez et beaucoup de gens voyaient Hafez gagner, mais il a aussi prouvé qu'il était capable de se faire longtemps lutter sur un round, mais d'être tellement percutant debout qu'il est capable de convaincre les juges que c'est lui qui prend le round, même si on est sur 1 minute 30 debout et 3 minutes 30 au sol où c'est lui qui est en dessous, tu vois. Ah ouais, donc C'est ça intéressant pourrait, à souligner aussi. ça pourrait rajouter du pourcentage chez JDM, clairement. Ouais, c'est ça. Je pense que tu as un petit 25% là de JDM qui finalise le combat et puis tu as un 5% où on se dit bah il est capable de prendre 3 rounds sur les 5 avec un peu cette approche-là où il est tellement percutant debout que les moments au sol qui vont à l'avantage de Belal ne compensent pas le travail que JDM aura fait debout avant ou après. Ouais, clairement. Et puis, Mais ouais, donc, je te rejoins aussi. Pour moi, le 70-30 est complètement justifié. Par mais contre, c'est vrai que cette décision de victoire là avec un JDM, elle est pas déconnante du tout. Et tu vois, contre Leon Edwards, ça a beaucoup lutté, mais Leon Edwards a eu quelques bons moments debout, hein. Mais en fait, Si je tu dis sais pas quoi, de il y a quelqu'un bêtises. sur Twitter qui a mis ça hier et j'étais complètement d'accord avec lui. Quand tu juste penser au combat entre Belal et Leon Edwards, les gens disent vraiment, ouais, Belal lui a roulé dessus et tout. Et on va pas critiquer du tout, hein. C'était notre masterclass de l'année pour Bah le oui, Fight bien Minds sûr. Awards de l'année passée. Mais c'est plus serré que ce qu'on pense, hein. Il y a quand même 2 juges qui donnent 47-48. Et il y a des détails qui auraient pu faire une grosse différence. Alors encore une fois, avec des si on refait le monde, hein, c'est pas ça que je dis. Je dis juste, Non? n'hésitez pas à aller revoir ce combat parce qu'il est plus compétitif que la mémoire qu'on en a. Exactement, exactement. Et donc c'est pour ça que je dis que cette possibilité pour un JDM de l'emporter à la décision avec ce que tu dis qu'il est capable de prendre des rounds parce qu'il a impacté plus debout, ça pourrait se produire face à Belal. Ça pourrait se produire, on pourrait se retrouver avec une décision qui va à son avantage parce que même s'il y a eu, comme tu l'as dit, 4 minutes de domination, de contrôle au sol, on est un JDM qui score son round sur la dernière minute, hein. Ouais. Ouais, Ah ouais. tout à fait. Ouais. Ben, comme on a vu contre Burns, sans le finish derrière, ben, le round va à lui, tu vois. Même si Burns domine un peu le début de ce 3e round, s'il survit, le round va. Bon, JDM perd à la split, mais le round, le Ouais, mais 3e ça aurait round été lui un aurait été donné de synchrone. manière unanime, quoi. Ça aurait été un synchrone, tu vois. T'aurais rajouté Ouais, 2 rounds de plus, t'aurais dit, putain, JDM, il est en train de revenir, il va finir par l'obtenir, tu vois. 100%, Donc 100%. voilà. Donc c'est un scénario qui est réaliste, hein, d'une certaine manière, quoi. De fait. Et ton prono? J'ai oublié de faire ça. Mon prono. Moi, je Ah, vous avoue que sinon, on le garde pour jeudi, hein. Ouais, on peut le garder pour jeudi. Moi, Voilà, je ça vous fait un avoue petit tease pour notre que épisode de jeudi, c'est un combat où j'ai 2 combattants que j'adore Ouais. dans les styles. Donc Belal, c'est vraiment quelqu'un qui influence beaucoup ma manière de m'entraîner et tout. JDM, peut-être un petit peu moins, mais en termes de boxe, c'est incroyable. C'est vraiment incroyable. J'aime beaucoup aussi. Ça m'embête ce combat-là, hein. Ça m'embête grandement. Donc, on va dire mes préférences. Voilà, préférence, je préférais Belal. Je préférais que Belal l'emporte grâce à sa lutte et aussi parce que je pense que JDM c'est un combat un petit peu trop tôt. Donc, j'aimerais bien un combat assez serré. Ça, c'est ma préférence avec peut-être une revanche JDM Belal d'ici 1 ou 2 ans. Mais je vois pas. J'aimerais un combat où je vois Belal l'emporter la décision. Moi, mon prono, ça va être ça.
Je prends pas trop de risques sur. Ouais, bah, Belal voilà, moi, mon prono, c'est aussi Belal à la décision. En termes de préférence, je m'aligne à toi. Comme j'ai dit, je trouve que Belal est inspirant sur son côté bosseur et réussir, Mhm. alors qu'il n'y a pas spécialement quelque chose de naturel. Je suis pas en train de dire qu'il est dopé, mais en anglais, on dit t'es naturellement doué pour ça. On n'a pas Ouais, l'impression qu'il soit naturellement doué pour le combat, et pourtant il arrive. Donc ça, c'est incroyable. Et puis évidemment, je vais toujours être fan de ceux qui mettent l'aspect cérébral du MMA au cœur de leur Ouais. jeu. Donc clairement pour ça, fan de Belal. J'adore le style de Jack Della Maddalena. Donc en termes de préférence, j'en ai pas spécialement. Si Jack gagne, j'aime bien l'idée d'avoir Jack Della Maddalena contre Yann Gary pour la ceinture. C'est un combat que je veux depuis très très longtemps, depuis même, je pense qu'ils sont avant qu'ils soient tous les deux dans Ah le oui. top 15. C'est un combat que je voulais voir. Et quoi, Euh, Shafkat, il a out combien de temps là? Mais je sais pas en fait. C'est pour ça, c'est difficile à le garder en dehors de l'équation. Évidemment, Shafkat, et il y a aussi Sean Brady dans le tas. Donc en cas de victoire de Belal, il n'y a pas de mauvais choix non plus, tu vois. Belal contre Shafkat, si ce dernier n'est plus blessé. Belal contre Sean Brady, c'est quelque chose qui me plaît en revanche. Belal contre Yann Gary aussi. Donc voilà. Pas. Je crois que pendant le combat, je vais peut-être moi, avoir je t'avoue une que je légère préfère, préférence du côté de Jack, mais Je t'avoue que si Jack l'emporte, prend la ceinture, moi j'aimerais plutôt contre Shafkat, quoi, clairement. Mais bon. c'est un beau... ouais, et c'est prévu ça à un moment. Hein. Ce combat a été prévu puis annulé, non? Je sais C'est pas que ça change quoi que ce soit, mais à un moment. Ah non. Non, ils en avaient parlé à un moment. Ah non, je crois que c'est Jack Della Maddalena qui avait vraiment fait un gros call-out pour Shafkat en disant je le veux. Mais ça c'est pas. Ah oui, c'est ça. On va passer au reste de la carte. Donc, comme d'habitude, maintenant, ce qu'on fait, c'est au lieu de parler du reste de la carte en plic-ploc, on va vraiment établir notre liste d'intérêts par priorité, à commencer par le numéro 1. Donc, Brian, cette fois-ci, je te laisse. Et cette fois-ci, on inclut aussi le main event. Hein. Donc, Ah ouais, bah écoute, moi, c'est c'est clairement le combat que j'attends le plus sur la carte. Hein, c'est Belal Jack, hein, clairement. Ouais. JDM. Clairement. Bon, ça, c'est vraiment le combat que j'attends le plus. C'est j'attends depuis pas mal de temps. Enfin voilà, il y a tout. Hein. Il y a surtout la question du niveau. On en a parlé. Hein. Franchement, moi, en termes de niveau, je les trouve incroyables. Ils sont tellement forts. C'est vraiment de ce qui se fait de mieux, tu vois. Mm-hmm. Donc non, c'est le combat que j'attends le plus et sur lequel, d'office, et si je devais en regarder qu'un seul, ça sera celui-là. On est aligné sur le numéro 1. Petite question subsidiaire. Si on avait encore baisé contre Joel Alvarez, est-ce qu'il aurait pris la place numéro 1? Non, c'est vraiment JDM contre Belal en numéro 1. Ton numéro 2? Ah, c'est dur. Alors, si tu veux, je donne le mien. Vas-y. Donc, encore une fois, ce qu'on faisait dans les précédents épisodes et qu'on continue à faire, c'est pas spécialement combat, c'est aussi les combattants. S'il y a un combattant qu'on veut absolument voir, on peut juste dire le combattant et l'adversaire a moins d'importance. Moi, mon numéro 2, c'est le retour de BSD. Même si c'est contre Prepolek. Encore une fois, tu vois, si tu me poses la question, tu dois regarder que 2 combats de la carte, c'est les 2 que je regarde en priorité. Ah ouais, tu regardes pas Manon C'est dans ma liste, mais c'est pas mon numéro 2. Ouais. Bah écoute, moi j'ai en 2, en gros, pour être honnête, j'ai mis Manon le combat pour la ceinture, pour l'enjeu. Donc Furo Shevchenko, c'est mon numéro 2. Si je dois regarder 2 combats, ça serait... Mais j'ai une grosse hésitation avec BSD et j'ai une flèche comme ça qui remonte. Faut peut-être le mettre en numéro 2. Okay. Mais voilà, c'est les 2 combats en termes d'enjeu qui m'intéressent grandement. Je sais pas. Alors, pour être honnête, je pense que regarder le combat, je vais être plus intéressé par celui de BSD Prepolek en termes de spectacle, on va dire, plutôt. Donc là, c'est vraiment une question d'enjeu. J'ai envie de voir si Manon sera capable de prendre cette ceinture. Donc je garde quand même en numéro 2 sur l'aspect ceinture. Est-ce que le combat en lui-même va m'intéresser? Et je vous avoue que je suis pas un grand fan de la manière de combattre, ni de Manon, ni de Valentina. Un peu plus, je préfère quand même largement plus regarder Manon combattre que Valentina Shevchenko. Il y a des choses qui me stressent quand elle combat. Notamment son petit sautillement, j'arrive pas ça me stresse. Mais bon, voilà. Ça, c'est mon numéro 2. Ok, du coup, en fait, on est assez alignés dans le sens où moi aussi, pour mon numéro 2, j'hésitais entre BSD et Manon. J'ai mis un peu moins de poids sur l'enjeu parce que
c'est très personnel. Ouais. L'enjeu, c'est un boost. Pour moi, c'est un petit boost, mais il y a vraiment l'envie de voir un combat qui prévaut en fait sur l'enjeu. Et donc ici, j'ai mis une priorité sur le retour de BSD parce que je suis très intrigué par son retour de manière générale. Et on en a fait un rapide épisode. Même l'opposition last minute contre Prepolek, il y a un petit truc. Il y a un petit truc. Fiorot contre Valentina, j'ai déjà une meilleure vision de ce à quoi va ressembler le combat, donc j'ai une moins grosse intrigue, ça peut moins partir dans tous les sens, dans ma tête en tout cas, et c'est vraiment pour l'enjeu, c'est l'enjeu qui va me motiver à 2000%. Si j'imagine Valentina qui n'a pas la ceinture et c'est un combat pour définir la prochaine challengeuse à Alexa Grasso dans un monde parallèle, bah, clairement ce serait numéro 3 sans la moindre question. Tu vois. Ouais, bah oui. Si t'as le choix, par exemple, tu peux regarder un combat et l'autre tu regardes le résultat. Bon, bah voilà. Moi, je regarderai BSD et je regarderai les résultats de Manon. Ça, c'est sûr. D'accord. Mais je garde quand même mon numéro 2. Numéro 4. Du coup, voilà, ton 3 c'est BSD, si je comprends bien. Ouais. Voilà, et donc ton numéro 4 Aldo. On est super alignés. Là, c'est vraiment, il y a le narratif. Il y a clairement le narratif qui m'intéresse. Il y a, c'est Aldo, José Aldo voilà. Pour moi, clairement, il est en déclin. On a passé ses belles années. Il y a eu l'USADA qui est passé aussi par là. Il faut rester réaliste. Mais il est encore favori, je crois, hein, sur ce combat-là, non? Je crois. Pourquoi j'ai fermé la page? J'ai un mauvais réflexe. Tu vois, les gens qui ont des pages internet avec 1000 tabulations, là, ça me stresse de dingue. Donc moi, dès que j'ouvre une page et que j'en ai plus besoin directement, je la ferme. Ouais, il est favori à 1,38 contre 2,80 pour le frère de Firas, donc Ayman Zahabi. C'est fou. Enfin, moi, je trouve ça dingue, quoi. Parce qu'il y a tout le narratif. Son premier combat, c'est 2004. Ça fait 21 ans de carrière professionnelle. C'est hallucinant. Il a été champion quoi en 2009 au WEC, un truc comme ça. Enfin, ouais, il fait une pause. Il part en boxe anglaise, c'est pas ça? Il est parti en boxe anglaise. Il revient en underdog contre Jonathan Martinez. Il fait l'upset. Le mec est encore dans le top 10 après 21 ans de carrière, après 10 ans d'absolue domination dans une nouvelle catégorie de poids. C'est un Hall of Famer. Et puis c'est quel combat c'est contre Bautista ou tout le monde le voit se faire voler? Ouais, en plus de ça, il pourrait être vraiment aux portes du top 5 là, si tu remplaces un des 3 juges, parce qu'il me semble que c'est une split quoi, donc c'est un truc de malade. Franchement, c'est un truc de malade, et donc ouais, c'est d'office le numéro 4, et honnêtement, si des gens en commentaire nous disent que c'est leur numéro 1, je l'entends à 200%. Ouais, c'est sûr. Alors, clairement, quand ça a été annoncé, on a été étonné. Faut rester réaliste. On a été étonné. Attends, on a été étonné parce que Ayman Zahabi, le mec est arrivé sous les radars dans le top 15. Moi, j'ai même pas. Enfin, tu vois, je savais pas qu'il était top 15, tu vois. Et en fait, le mec est sur 5 victoires consécutives. Et il est un peu comme Ignacio Bahamondes. On vient juste de commencer à parler de Bahamondes parce qu'il vient d'avoir une victoire avec un peu de lumière contre Turner. Mais avant ça, le mec, il était vraiment sous les radars. Là, personne parle de moi, mais je monte vers le top 15. Eh ben, Ayman Zahabi, c'est la même chose. Ouais, c'est vrai. Non, mais je pense qu'on combat. En fait, je pense que José Aldo, nous, on s'attendait à quelques combats un petit peu des super fights, tu vois. On s'est dit, bon, c'est bon, il a tout prouvé, ce type-là, il a plus rien à prouver. Donc, faites-lui un super fight avec un ancien, un combat qu'on a envie de voir, tu vois. Et en fait, Cruz, Cerudo, ce genre de profil, quoi. Mais ouais, mais un Cerudo, ça aurait été top, tu vois. Enfin, c'est la logique, quoi. Mais en fait, il semblerait que non, que le gars, il est toujours aussi compétitif, et il faut qu'il va le prouver à nouveau, parce que les matchmakers le vont encore être compétitifs, quoi. Face à un jeune qui a les dents longues, qui a battu Zahabi, hein, c'est pas rien, si je dis pas de bêtises. Non, c'est Zahabi. Non, pas qu'est-ce que je raconte. Il a battu. Il s'est battu tout seul. Non, il a battu son frère. Ok. Oh non, comment il s'appelle, Farad Basharat. Javid Basharat et Pedro Munoz. C'est ses 2 dernières victoires, ça. Voilà, Javid Basharat. Il a battu Javid Basharat. C'est pas rien quand même, Javid Basharat. Non. C'est solide, hein. Ouais, c'est du solide. Donc voilà, ça c'est un combat que j'attends grandement. C'est vraiment sur l'aspect narratif. J'ai envie de voir ce que va donner c'est ce choc de génération. Et puis bon, je vais être forcément pour José Aldo, hein, clairement. Je vais espérer qu'il gagne sans se faire voler cette fois.
Et alors, je pense savoir quel est ton numéro 5, si tu en as mis un. Non, j'en ai pas mis. Ah, t'as pas mis le numéro 5, ok. Je Bon, me suis mon arrêté à numéro 4. 5, ce sera probablement le tien. Donc, parce que t'en avais parlé à un moment et tu te demandais quand est-ce qu'il allait revenir dans la cage. Celui qui a pris Umar Nurmagomedov en short notice. Ah oui, oui, oui. Beskat Al-Makan, qui combat contre Brad Katona. Je sais que tu l'apprécies aussi. Tu t'es entraîné avec Mhm. Brad Katona. Oui, je me suis entraîné avec Brad Katona. Ouais, ouais. Donc voilà, c'est mon numéro 5 et je m'attendais à ce que ce soit ton 5 aussi. Tu peux le rajouter maintenant, comme ça nos listes Ouais. sont aussi Attends, longues l'une que l'autre. Voilà. Je vérifie quand même, mais ouais, non, si je dois en choisir un autre, oui, ça serait sûrement celui-là. Est-ce que je vais regarder le combat? Je pense quand même. Parce que la performance de Begzat, elle était quand même cool. Et Brad Katona, c'est peut-être pas le plus sympathique à regarder combattre, tu vois. C'est assez stratégique, c'est un mec qui est relativement fort, mais face à un profil comme son adversaire, ça peut être chouette. J'avais vu un combat avec Brad Katona quand j'analysais quelqu'un d'autre il y a pas longtemps et ça m'avait vraiment plu. C'était qui? Matsumoto. Quand il fallait faire l'analyse de Matsumoto contre Rob Font dans un épisode Unibet, j'avais regardé Matsumoto contre Brad Katona et j'avais bien aimé le combat. Donc, ouais, non, je l'aime bien. Il mérite sa numéro 5. Alors, j'ai mis 2 parenthèses. Moi, j'ai mis Navajo Sterling. J'ai envie de voir ce que ça donne. Sur papier, il est quoi? Il est à 6-0. Style striker et base en Muay Thai. Il vient du City Kickboxing. Donc, un combattant qui pourrait m'intéresser ici. Et alors, j'ai juste une question. Là, Daniel Santos, qui est sur la carte, qui devait combattre contre Davy Grant. Je sais pas si tu te souviens, j'étais tout excité par ce combat. Ouais, bien sûr, ouais. Ça s'est annulé en dernière seconde. Et puis là, ça s'est annulé à cause de Daniel Santos. Et là, il est sur cette carte-ci. Et Davy Grant, il n'y a rien d'organisé. Donc, je me demande pourquoi ils n'ont pas réorganisé tout simplement Santos contre Grant, qui est vraiment un combat. Et en plus, je n'étais pas le seul. Je voyais sur Twitter, ceux qui commentent chez Marcel Dorf, c'est généralement ceux qui suivent le MMA de manière très assidue. Les gens étaient vraiment intéressés par ce combat. Donc voilà. Mais donc, Santos contre lui, ça peut être aussi intéressant. On a fait le tour. Brian, un tout grand merci. Ouais, merci à tous d'avoir suivi jusqu'à maintenant. Ouais. Non, j'allais dire pour Davy Grant, je pense que c'est que lui qui était pas disponible. Hein. Probablement, je crois qu'il fait des gros cuts et donc parce que là il a vraiment été jusqu'au cut et puis ça a été annulé après la déshydratation. Donc à mon avis, il a peut-être besoin d'un tout petit peu plus de temps avant de re-signer un nouveau contrat. Et mais les amis, comme d'habitude, n'hésitez pas en commentaire pour donner un peu de la force, mettre votre pronostic sur le combat qu'on a analysé, mettre aussi le top 5 par intérêt. Comme on vient de le faire, il y a pas mal de gens qui ont dit que c'était cool d'avoir ajouté ça en fin de podcast. Donc, on va le garder, c'est officiel. Et merci à tous. Brian, à très vite. Ciao tout le monde. Merci à toi d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Nous sommes actuellement en train de réfléchir au futur projet Fight Minds. Ces projets nous motivent car ils permettront de se rencontrer en voyageant ensemble pour voir des UFC ou au travers de séminaires MMA. Pour cela, nous aimerions mieux connaître notre communauté. Nous t'invitons donc à répondre à un rapide questionnaire que tu trouveras en description de la vidéo. Nous en profitons pour rappeler que nous sommes ambassadeurs des marques Nutrimuscle et Oko. Cela signifie que si tu achètes chez eux en passant par nos liens, tu aides la chaîne à se développer. Nutrimuscle a une mission claire: rendre la nutrition sportive accessible en respectant les plus hauts critères de qualité. Chaque ingrédient est sélectionné pour préserver leur pureté et chaque produit se limite au minimum d'ingrédients nécessaires. Rejoins Morgan Charrière, Benoît Saint-Denis et Fight Minds dans la team Nutrimuscle en profitant d'une réduction via notre code promo NMA_FM5. Le lien vers leur site est en description de cette vidéo. Oko produit des gourdes filtrantes éco-responsables. Le filtre Oko traite l'eau pour la purifier et la rendre saine à la consommation. Les polluants, pesticides, métaux lourds, mauvaises bactéries et autres contaminants sont efficacement filtrés. La gourde Oko a un côté ultra pratique et aussi économe. On arrive à 10 centimes le litre d'eau, voire moins, grâce à notre code promo FMOKO qui offre 10% de réduction.